vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et je pense que ça va être une nouvelle vidéo parce que, à la base, je voulais faire une énième séquence pour le vlog précédent et quelque chose me dit qu'au vu du timing, ça va pas passer. Donc, au cas où celle-ci soit courte, je la rajouterai et tant pis, je vous aurais dit 2 fois bonjour comme si c'était une nouvelle vidéo. Et sinon, ce sera véritablement une nouvelle vidéo que l'on va entamer ensemble et que j'ai encore pas mal de choses à vous montrer, à vous dire au niveau de livres et compagnie. Je vais commencer tout de suite par les SP pour pouvoir remercier les auteurs qui me les ont envoyés et vous dire ce que j'en ai pensé. Alors on va commencer avec Loveless qui est le tome 5 des chroniques d'Inspiter. Donc merci une fois de plus à l'auteur d'avoir renouvelé sa confiance en moi et de m'avoir envoyé son petit bébé. Et d'ailleurs, ils sont 2 auteurs pour la fin de cette grande saga très atypique, il est vrai, des chroniques d'Inspiter. Je vous en avais parlé, je pense l'an dernier maintenant, comme quoi j'avais lu le tome juste avant. Et si vous ne connaissez pas les chroniques, alors certes, vous pouvez commencer par le tome 5, vous allez être un petit peu perdu, mais l'auteur arrive quand même à vous dire de ce dont il s'agit, l'univers, les personnages et compagnie, grâce à des nombreux indices et rappels au tome précédent. Mais c'est quand même mieux d'avoir lu les précédents pour avoir tous les tenants et aboutissants, surtout que là on arrive vraiment dans la conclusion finale avec un ennemi ultime. Donc, pour savoir qui est 4, l'ennemi numéro 1, qui va vouloir s'allier à Loveless, l'ennemi de ce tome 5, qui sont Chloé et Polygon, je vous invite donc à lire le début de la saga, et qui est très atypique et surtout, attention, excessivement violente. Donc à ne pas mettre entre toutes les mains, parce que tous les trigger warnings de l'univers auquel vous pouvez penser, certainement qu'ils y sont. Il y a de la violence, il y a de la torture, tout ce qui est physique et psychologique, vous l'avez. Il y a de la cruauté, de l'horreur, bref, tout ce que vous pouvez penser, c'est dedans. Donc attention, âme sensible, ça se tenir. Et le 5e tome ne fait pas exception. Je dirais même pas qu'il est pire que les autres, mais qu'il est au moins tout aussi sombre. Et donc, on va resuivre Chloé et Polygon. Chloé qui est un teckel et Polygon un chihuahua. Alors, si vous débarquez, vous allez dire qu'est-ce qu'elle raconte la madame? Elle a pété un plomb. Mais en fait, ce qui est original dans les chroniques d'Inspiter, c'est que tous les personnages sont anthropomorphes. Ce sont tous des animaux. Et il y a évidemment une guerre éternelle déjà entre les félins et les canidés. Et Chloé est une inspectrice de police et elle est un teckel, donc un chien. Et sa meilleure amie, Polygon, est un chihuahua. Dans le tome précédent, elle s'était quittée en assez mauvais termes et elles ne sont pas spécialement en bons termes au début de celui-ci non plus. Mais là, face à un nouvel ennemi sorti des profondeurs des ténèbres, elles vont devoir s'allier pour essayer d'empêcher un cataclysme monstrueux de s'abattre sur leur ville, et si ce n'est plus, sur la terre entière. Et Loveless est l'étrange personnage assez sombre que vous avez vu sur cette très chouette couverture, et rien que justement qu'avec cette couverture, avec la puissance, la noirceur que dégage le personnage gigantesque par rapport à ce tout petit personnage recroquevillé au milieu, on voit qu'ils vont pas passer un bon moment. Et en effet, ils vont morfler. Tous, hein, aucun personnage n'est épargné par les auteurs. Et d'ailleurs, les auteurs, les 2 plumes se mêlent quand même d'une belle manière. On aime presque, j'ai envie de dire, qu'on ne distingue pas l'une de l'autre. Elles se fondent parfaitement, tant dans les idées que dans la construction. Le lecteur n'est absolument pas dérangé par cet échange à 4 mains. Il y a toujours des idées, donc très noires, comme je vous disais, qui sont vraiment pas à mettre dans les mains de tout le monde. Et il y a toujours aussi des messages cachés derrière, une espèce de satire de notre société qui vient décrier ce qui se passe dans notre monde réel que l'on connaît, le monde actuel, avec tous les déboires et tous les problèmes sociétaux et autres que l'on peut imaginer, qu'ils sont ici exacerbés et dénoncés pour pouvoir, une espèce de plaidoyer, pour pouvoir un petit peu dénoncer certaines choses. Il y a énormément de jeux de mots et d'humour également à l'intérieur de cette intrigue, au niveau des noms des personnages, que de leur fonction, que de leur manière de s'exprimer ou de se déplacer, bref. Une belle expérience
Triste en même temps parce que donc c'était le dernier tome, comme je vous disais. Une saga très originale, très atypique, qui ne vous laissera pas de marbre, mais surtout, comme je vous dis, attention aux multiples trigger warnings. Ensuite, le second aspect dont il faut que je vous parle, il s'agit de Conrad le barbare, le tome 1, La vouivre dévoilée. Et donc merci également là à l'auteur de me l'avoir fait parvenir. Et là on change de décor parce qu'on va être dans de la fantaisie typée médiévale. Avec ce fameux Conrad, qui n'est pas sans rappeler, au vu de son surnom, un certain barbare dont le nom se rapproche fortement de celui de Conrad. Et qui est-il justement ce fameux personnage à la fois mystérieux, à la fois héroïque, mystique, barbare. On va suivre à l'aide d'une multitude de personnages, justement, les aventures et l'histoire de cet univers archi riche pour savoir qui est donc ce fameux personnage et qu'est-ce qui s'est passé lors d'une célèbre bataille dont tout a découlé. Il y a, comme je vous dis, énormément de personnages. Comme c'est assez classique, il est vrai, au niveau des mondes de fantasy, mais là, il y en a vraiment de partout et de toutes les créatures, de toutes les races fantastiques et du bestiaire imaginaire possible. Vous avez autant des elfes que des humains, que des nains, que des orques, que des vouivres, que des créatures fabuleuses, fantastiques et fantasmagoriques. Et chacune d'elles a son franc-parler, son caractère, son utilité dans l'histoire à plus ou moins grande échelle. Et c'est au travers de tous ces personnages que l'histoire va avancer. Et l'originalité est au niveau, je trouve, pas du découplement des chapitres à proprement parler, mais plutôt du style narratif en fonction du découpement des chapitres. Parce que l'auteur va changer de style suivant les chapitres que vous avez à lire de manière totalement aléatoire. Vous allez commencer par une histoire classique narrée avec un world building qui est présenté, puis vous allez passer sur une chanson, puis vous allez ensuite passer sur un contexte géopolitique, ou ensuite sur un poème, sur un érudit qui écrit ses mémoires. Bref, vous allez complètement changer de style, de personne, de sujet. Et le tout est quand même bien pensé pour pouvoir rester collé à l'univers et à l'histoire de ce fameux Conrad. Et l'histoire est très longue, très dense, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un énorme world building derrière. Et du fait de cet énorme world building, l'histoire va mettre beaucoup de temps, je trouve, à se mettre en place. Parce que bon, c'est un pavé de fantaisie qui fait plus de 500 pages, mais il y a tellement de masse, tellement de contexte au niveau des personnages, au niveau de la situation géographique, historique, politique, magique, qu'il faut tout mettre à plat et donc ça prend énormément de temps. Et heureusement qu'il y a cet aspect un petit peu vaguelette au niveau du rythme du récit pour justement mettre un peu d'humour, changer de ton et compagnie en fonction des divers chapitres, parce que c'est assez long. C'est assez long, mais c'est assez compréhensible du fait, comme je vous disais un petit peu plus tôt, qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, donc ça prend du temps. Une belle découverte avec pas mal d'idées, et j'avais l'impression vraiment d'être un peu dans les vieux styles de fantasy de l'époque, comme Donjons et Dragons, ou tous les MMORPG, jeux de dés, de rôle et compagnie, que je pouvais voir à l'époque, enfin moi à l'époque où j'étais entre collège et lycée, ça me faisait un peu penser à ça au niveau du style, au niveau justement des personnages. Et l'auteur lui-même est un fan de Donjons et Dragons et de tout ce style d'heroic fantasy. Donc ça se sent au niveau de sa plume, au niveau de l'histoire qu'il nous offre. Et c'est pas mal, malgré ce petit souci de rythme, comme je vous dis, parce que c'est assez long à s'étaler et à se mettre en place. Mais sinon, la richesse des idées et de la multitude de personnages fait que on se laisse porter et pourquoi pas après continuer avec le tome 2. Et ensuite, le dernier aspect dont il fallait que je vous parle, le fameux La fleuriste de Alicia Sinica, publié aux éditions Mera. J'aime toujours autant la couverture, que je trouve autant sombre que naturelle, j'ai envie de dire, avec ces petites fleurs qui parsèment la couverture. Il y a du vernis sélectif, ça fait très joli. J'aime beaucoup, et à l'intérieur, à chaque changement de chapitre, hop, on retrouve une petite illustration pour compléter le tout. Et après donc les multiples péripéties pour réussir enfin à mettre la main sur ce petit roman, si vous ne savez pas de quoi je parle parce que vous venez d'arriver sur ma chaîne,
je vous renvoie à un de mes vlogs précédents dans lequel je vous conte l'histoire de l'acquisition catastrophique de ce roman. Mais ça y est, je l'ai lu, et à l'heure où sortira cette vidéo, la chronique sera certainement déjà disponible sur les autres plateformes sur lesquelles je suis. Et donc j'ai envie de commencer par merci donc quand même à Babelio, et merci aux éditions Mera pour me l'avoir envoyé. Et j'attendais avec impatience de pouvoir découvrir mon premier thriller polonais. Je suis ravie de pouvoir compléter en même temps ma petite carte du monde sur Livre Addict, et laissez-moi vous conter de quoi ça parle, mais juste avec les phrases clés, parce que le résumé est quand même assez costaud et il dévoile pas mal de choses. Donc, vous avez une disparition inquiétante, une course contre la montre et de vieux secrets qui menacent de tout détruire. Je pense que rien que ça, vous avez l'histoire qui commence légèrement à être brossée. Parce qu'à la base, on devait suivre, j'ai envie de dire, Elena, qui est donc la fameuse fleuriste de ce roman. Sauf que Elena, on va la suivre, mais de manière particulière, parce que quand le roman commence, elle a disparu. Et c'est Sonia, qui est à la fois son amie et sa collègue de travail, qui va partir à sa recherche, qui va monter une enquête avec la police, avec les amis, avec toutes les personnes qu'elle va essayer de chercher pour pouvoir l'aider à trouver où est passée Elena, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi la boutique était fracassée avec du sang partout, qu'est-ce qui est arrivé. Et c'est à travers une espèce de jeu de pistes, une enquête pour pouvoir démêler le vrai du faux, comprendre les personnages, parce qu'il y en a beaucoup qui dissimulent de sombres secrets, qu'on va essayer d'apprendre petit à petit qu'est-ce qui s'est passé. Et on va notamment comprendre Elena, une partie de ce qui lui est arrivé, à travers un journal intime qui va nous conter son passé. Et donc c'est le passé et le présent, à travers divers personnages, présents ou non dans les deux, qui vont venir tisser un lien et des explications, ainsi que la vérité finale. Qui était pas mal du tout. Honnêtement, je l'ai dévoré en un jour. 2 maximum, oui, on va dire 2 parce que je l'ai mis en pause le temps d'aller dormir. Mais sinon, en un jour, les presque 300 pages y sont passées. Parce qu'il est prenant, l'écriture se lit vraiment bien, on est au cœur de la Pologne, donc on voyage en même temps, grâce aux nombreuses descriptions et autres de paysages, d'indications sur ce pays, que j'ai trouvé super chouette. L'histoire en elle-même, j'aime bien quand ça mixe un petit peu comme ça le présent et le passé avec des sombres secrets qu'on apprend à dénouer au fur et à mesure que l'enquête avance et que les langues se délient. C'était original par certains points, notamment au niveau de la présentation, parce que comme je vous disais, il y a des illustrations qui viennent annoncer les changements de chapitres, et vous avez aussi des petits passages comme ça, où vous avez une version dite classique, et une version un petit peu plus illustrée quand ils parlent ensemble via messagerie instantanée. Et sinon, le reste du roman est en version va être plus classique au niveau de la présentation. Même si je trouve que c'est assez aéré, et du fait que chaque petit chapitre est agrémenté d'une illustration, ça le rend encore plus aéré. C'est pour ça qu'il est entre guillemets assez gros, même si c'est certainement dû aussi au fait de la présentation. Donc une fois de plus, j'ai bien aimé ce que Mera nous a proposé. La fin était très sympa au niveau de l'épilogue. On sent tout le côté un petit peu machiavélique de l'autrice qui nous amène quelque part, qui nous tisse un petit peu une histoire, une vérité sur laquelle on va s'appuyer jusqu'à l'épilogue où elle nous met une petite pichenette en disant tiens, t'y pensais pas à ça, je vais finir là-dessus, bam. Très sympa. Une belle découverte que j'ai attendue donc depuis très longtemps, et ça me maintient dans l'idée que j'aime beaucoup la ligne éditoriale de cette maison d'édition et que je vais donc en lire d'autres. Bon, vous m'excuserez, je me suis attaché les cheveux pour la dernière partie de cette séquence, mais il y a de l'orage aujourd'hui, et contre toute attente, la pluie n'a rien rafraîchi du tout, au contraire, c'est une chaleur vraiment lourde, moite, donc je m'attache les cheveux parce qu'il commençait à me tenir vraiment chaud. Sinon, donc pour finir cette séquence, j'ai commencé un livre dont je vous rabâche les oreilles depuis pas mal de vidéos maintenant, dont je dois vous remercier parce que vous êtes nombreux
tant dans les commentaires sur YouTube que sur Instagram ou sur les autres plateformes sur lesquelles je vous parle, vous m'avez tous dit waouh, ce livre, cette saga, génial. Coup de cœur, lecture magnifique et compagnie. Vous m'intriguez parce que je les ai tous et je les mets dans plusieurs challenges pour me dire allez, bouge-toi, tout le monde l'a lu sauf toi. Qu'est-ce que tu attends? Et je dois dire que je l'ai commencé. Et au bout de plus de 100 pages, je me suis dit oui, en effet, qu'est-ce que j'ai attendu? Parce que j'adore l'écriture de ce roman. Et heureusement que je les ai tous, je les vois là juste à côté de moi. Je pense que vous avez commencé à deviner, si ce n'est déjà deviné, le titre de la saga dont je vais vous parler. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont dit sors-le, il est merveilleux, parce que ça y est, je l'ai sorti. Et oui, il est merveilleux. Alors là, c'est la version sans la Dust Jacket. Je l'ai laissé par ici. Mais sinon, c'est le premier tome de la saga d'Aevabad, La Cité de Laiton. Il est donc comme ceci, tout bleu, sous la Dust Jacket. Et j'en suis, attendez, je vous dis ça tout de suite, au chapitre 6, ce qui équivaut à 142 pages. Donc vous voyez, j'ai lu déjà à peu près ça. Et c'est un régal. J'aime beaucoup la plume de l'autrice qui arrive à combiner le monde réel, mais dans le passé, avec un monde fantastique empli de magie orientale, vraiment super chouette, avec des points subtils sur la mythologie, sur, je pense, parce qu'au niveau de là où j'en suis, il y a les prémices de ce qui va être une intrigue impériale. Donc je pense que ça va être très sympa au niveau des complots et autres enjeux politiques, et certainement entre les races qu'il y a à l'intérieur, entre les humains et les créatures fantastiques. Je sens que ça va être très chouette, et j'espère que ce très chouette va se continuer sur tout le livre, ainsi que donc toute la saga qui est derrière moi, parce que ça, c'est en tout cas pour le moment super sympa. Elle est très très riche cette histoire, et je sens déjà, vu comment j'accroche au bout de 100 pages, que je vais me régaler de bout en bout. J'espère que le rythme va être aussi soutenu, parce que là, oui, comme je vous dis pour le moment, j'aime beaucoup. Donc merci. Je vais certainement pouvoir valider plusieurs challenges en même temps, et je suis désolée si vous entendez en fond mon chien qui hurle, parce qu'il en a rien à faire que je tourne des vidéos. Lui, il s'incruste comme ça en plein milieu. Donc je vous disais merci beaucoup, et c'est sur ces mots que je pense que je vais couper cette séquence-ci, et que probablement on se retrouve pour la suite de mon avis sur une prochaine séquence, voire même peut-être l'avis final, suivant la vitesse à laquelle je vais le lire. Je vous reprends pour ce que je pense sera la dernière séquence de ce vlog, mais parce que j'ai pas mal de SP lus, mais c'est pour Dilibrinova. Donc, comme je vous disais sur un précédent vlog, je vous en parlerai que vers le round final. Parce qu'en plus, j'ai enchaîné les déceptions Librinova. Ça rejoint un petit peu mon vlog précédent qui était un peu le vlog de la déception. Je suis toujours à peu près dans cette période. Ça commence lentement à basculer. Mais laissez-moi vous parler de ma dernière déception en date avant qu'on ne bascule sur du plus positif. La dernière déception, c'était ma dernière lecture audio. Il s'agissait de La disparition de Veronica Lake, qui avait l'air pourtant super chouette, avec cette jolie couverture qui invitait à aller dans la forêt en plein hiver. Et on est sur un cold case avec une journaliste qui va réouvrir une enquête d'une jeune fille disparue, la fameuse Veronica Lake. Et elle est donc censée reprendre un petit peu le fil de l'enquête passée pour remonter les pistes, réinterroger du monde qui a évolué, grandi ou qui est parti même de la ville depuis, les parents, tout ça. Et le but, justement, c'est qu'elle retrouve cette fameuse Veronica Lake, mais il y a énormément de
de mystère, de secret, de on-dit. Les gens sont pas fans de parler de cette famille Lake. Il y a quelque chose là-dessous qui va pas, qui est très sombre, mystérieux. Et donc Karen, notre journaliste, elle doit démêler tout ça. Et ça partait plutôt bien parce que c'est pas souvent, je trouve, qu'on a une affaire de cold case, c'est plutôt une enquête actuelle. Donc là, c'était sympa, ça changeait un petit peu. La narratrice est pas mal, elle essaye de moduler un petit peu sa voix en fonction des 10 personnages, mais c'était lent, très lent, malheureusement. Même si il y a des choses qui font que ça bouge un petit peu, il y a des très belles descriptions de paysages, le Maine a l'air vraiment super chouette. Et malheureusement, ça n'a pas fait plus que ça avec moi, parce que je trouvais donc que ça traînait en longueur, et que l'auteur, malgré, je pense, une bonne intention derrière, utilise toutes les figures de style possibles et inimaginables, tous les dictons qu'il connaît, tous les adages et toutes les formules toutes faites. Et la première fois, on va dire que oui, ça peut aider, ça peut faire progresser, ça peut étirer un petit peu le fil, mais au bout de la cinquième, ouais, c'est bon, on a compris quoi. C'est pas la peine d'en utiliser autant malheureusement, parce que ça fait vraiment l'impression qu'il est là pour combler et étirer le récit et le nombre de pages pour que le lecteur n'arrive pas au bout plus rapidement que prévu finalement. Et donc ça m'a un petit peu cassé les pieds, je vous avouerai, parce que comme je vous dis, au bout de la 10e page, on en est déjà presque à 15 adages. Ça suffit, hein. Ça suffit. Bon, sinon, l'enquête, ça allait, c'était pas transcendant, mais ça se lisait bien. Elle n'est pas mémorable, mais donc, comme je vous dis, ça se lisait bien. Par contre, c'était tellement couru d'avance, j'ai envie de dire, malheureusement, le final. Malgré donc tous les adages qu'il utilise pour étirer le fil, au bout d'un moment, j'ai eu un déclic, je fais bon, je vois ce que c'est, ça va être ça, ça, ça et ça, tel point, tel point, tel point, et ça n'a pas manqué. Donc, il me restait presque un peu plus de 3-4 heures d'écoute et je savais déjà comment ça allait finir, donc j'étais en mode bon, allez, s'il te plaît, arrête d'utiliser des figures de style et qu'on en arrive à la fin que je sache si j'ai eu raison ou non. Et ouais, pas plus. Quand le final a été dévoilé et que c'était ce à quoi je m'attendais, il restait encore 20 minutes, 30. J'étais en mode mais qu'est-ce qui va me trouver encore à me rallonger l'histoire de plus de 20 minutes. Et au final, c'est un peu plus des états d'âme de la journaliste qui a son propre passif, un petit peu dark aussi, qui va faire des recherches pour enclencher une nouvelle enquête. Et ça va nous enclencher un tome 2 et une saga. J'ai pas du tout envie d'aller sur la suite de la saga, je vous avouerai, parce que ça l'a pas fait. Ouais, c'était la continuité des livres pour lesquels ça ne l'a pas fait. Et même en audio, j'ai eu une déception. Donc c'était assez triste. J'ai enclenché un nouveau livre audio où j'espère que là ce sera un peu mieux. C'est le deuxième tome des Dieux du Temps de Witch and God, donc j'ai bon espoir que ça refasse basculer vers du positif, parce qu'en général Witch and God, j'aime plutôt cette saga. Donc on va voir. Mais maintenant, laissez-moi vous parler de 2 livres qui ont enfin fait basculer le positif. Ah, ça me manquait honnêtement que chacune de mes lectures que j'enclenchais n'était pas bonne. J'étais en mode bon, qu'est-ce que je vais faire de la prochaine puisque je sais que je ne vais pas l'aimer. Est-ce que je me lance dans un livre que j'ai envie d'aimer ou est-ce que je me lance dans quelque chose où je sais que ça va être bof? Bizarre comme raisonnement, vous me direz, mais j'hésitais à aller vers des livres pour lesquels j'avais énormément d'attentes parce que je ne voulais pas être déçue justement vu que j'étais dans une période un petit peu bad. Mais il y en a 2, comme je vous dis, qui m'ont fait sortir. Alors le premier, c'est pas le premier qui m'a fait sortir, l'autre je vous en parlerai un petit peu plus tard parce qu'il est derrière moi, il faut que j'aille le chercher. Mais j'en ai profité pour lire un livre qui me faisait avancer mon Flowers Book Challenge et il s'agissait d'un livre de Jean-Luc Conessa. S'il te plaît maman, réveille-toi, et qui est donc en auto-édition. Et il est tout petit et j'hésitais à rentrer dedans parce que j'aime la plume de cet auteur, mais j'avais pas envie donc d'être déçue parce que j'étais dans une phase horrible au niveau de mes lectures qui étaient toutes des déceptions et j'avais pas envie d'être déçue par cet auteur parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et au vu du titre, je savais que ça allait être quelque chose d'assez triste, poignant ou énervant. Les trois à la fois.
parce qu'on est sur un sujet qui est lourd et un sujet qui fait mal en tant que femme, vu qu'on est sur le sujet des femmes battues. Et donc j'avais un petit peu de mal à aller spontanément vers ce récit, pas parce que j'avais pas envie de le découvrir, mais parce que, au vu de ce dont il allait parler, ça allait être, émotionnellement parlant, compliqué. Mais franchement, c'était très chouette. Ce que j'aime bien aussi, c'est au niveau de la présentation, c'est très clair, c'est très fluide, impeccable. Et je veux pas dire que je me suis régalée parce que c'est un sujet où on peut pas dire ça. Ça ne va pas, ça ne colle pas entre les deux. Mais une fois de plus, la plume de l'auteur est vraiment chouette. Avec un soupçon, franchement un soupçon de fantastique surnaturel à la toute fin du livre qui arrive comme ça, comme par magie, et qui te dit waouh, je l'avais pas vu venir celui-là. Et bien joué parce que, en effet, je ne m'y attendais absolument pas. J'étais vraiment dans le côté un petit peu sombre, tragique et triste de ce lourd sujet. Et quand ce phénomène est arrivé, j'étais en mode bah d'où il sort lui. Donc je ne peux pas vous en parler parce que c'est la fin, donc ce serait un petit peu tout vous gâcher. Mais franchement, pas mal du tout. Il arrive à véhiculer beaucoup d'émotions avec sa plume et à changer totalement de Miss Hermione que j'ai lu précédemment de lui. Waouh, bien joué, franchement, ça me conforte dans de continuer à lire les livres de cet auteur parce que même dans un sujet aussi sensible que celui-ci, ça fait mouche et donc ça me fait sortir également de ma panne de lecture. Double merci. Et enfin, celui qui m'a vraiment fait sortir de ma panne de lecture avant S'il te plaît maman, réveille-toi, je l'ai récupéré. Vous voyez ma trou maintenant derrière moi, donc vous savez celui dont je vais vous parler, qui est dans toutes mes pales, qui est dans tous mes challenges et qui est enfin sorti. Grâce à vous, grâce au nombre de fois où je l'ai mis dans mes challenges et grâce au nombre de commentaires qui m'a dit qu'attends-tu, il est fabuleux, le tome 1 comme la saga. Je vous ai écouté, vous aviez raison. Oh, mais quelle pépite! Mais waouh! J'ai adoré cette lecture. Merci franchement de m'avoir dit de sortir enfin La Cité de Laiton parce que Dave Abad, waouh, merveilleuse découverte. Je n'ai qu'une hâte maintenant, c'est d'aller récupérer les autres derrière moi et de me plonger dans la suite. Mais il faut que j'attende un peu parce que j'ai d'autres lectures qui doivent passer avant. Mais ça me démange d'aller directement sur la suite parce que la fin. J'ai même pas commencé à vous dire le résumé que je vais vous dire que la fin. Oh purée, heureusement que j'ai la suite parce que c'est trop méchant de finir comme ça. Magnifique cliffhanger qui évidemment appelle une suite. Mais waouh, heureusement j'ai la suite. Et donc, alors, excusez-moi d'avance pour la prononciation parce que je sais que je vais écorcher tous les prénoms et je ne sais pas comment ils se prononcent. Alors, il y a déjà Nari, je ne sais pas si on prononce le H, mais donc Nari, qui est une jeune fille qui vit au Caire et qui galère à joindre les deux bouts parce qu'elle est guérisseuse slash voleuse ou arnaqueuse. Et elle vit dans un monde peuplé de légendes, de mystères, de tout ce qui est magie un petit peu orientale. Et elle joue un petit peu justement de cette connaissance de la magie et du monde un petit peu occulte pour pratiquer des exorcismes. Parce qu'elle a un don, c'est de guérir, mais c'est également de connaître beaucoup de langues et de réussir à comprendre et à parler les langues en un rien de temps. Et au cours d'un exorcisme qu'elle pensait être complètement fake, juste là pour qu'elle puisse récupérer un peu d'argent, elle va utiliser une de ces langues anciennes qu'elle seule connaît, et sans faire exprès, elle va invoquer un djinn. Et ce djinn, c'est Dara. Je vais utiliser que le diminutif parce que son nom est tellement long que c'est évident que lui aussi je vais l'écorcher. Mais donc Dara est un djinn qu'elle a invoqué sans faire exprès, et c'est un excellent guerrier, taciturne, bougon à souhait, et qui n'a qu'une envie, c'est de se débarrasser de Nari, mais un petit peu également de comprendre comment et pourquoi elle a réussi à l'invoquer alors qu'elle ne sait même pas ce qu'est un djinn et à quoi ça sert et comment elle a fait surtout. Ils vont devoir s'allier pour pouvoir fuir le Caire parce que depuis qu'elle l'a invoqué, eh ben, toute la magie qu'elle croyait n'existait que dans les petites histoires d'enfants, eh bien réelle,
Elle est donc peuplée de djinns, de démons et d'autres créatures ailées ou aquatiques qui n'ont qu'une envie, c'est de les détruire tous les deux. Pourquoi? Comment? Je vous laisserai le découvrir, mais donc sachez que pendant leur fuite, ils doivent atteindre la cité de Daevabad, cette fameuse cité de laiton, qui va être leur salut ou leur tombe. Oh, que c'était bien, franchement, que c'était bien. Alors, outre le fait qu'il est très beau, on est d'accord. Dessous, je vous l'avais déjà montré dans la séquence précédente, il est tout bleu. Et sous la dust jacket, c'est une carte. Et les aim pages sont très jolies également. Et les têtes de chapitre, laissez-moi vous montrer, sont comme ceci. Hop, décorées comme ceci. C'est un roman choral qui alterne entre le point de vue de Nari et le point de vue de Ali, qui est le prince de la cité de laiton. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où j'ai eu la chanson du prince Ali dans la tête en le lisant. Catastrophique d'avoir appelé un prince comme ça quand on a vu Aladdin quand on était petit. Catastrophe. Je vous jure, tout le temps j'avais la musique avec le génie qui dansait à côté. Même pendant les moments tragiques. Bref, ceci étant dit, excellent, excellent. Très belle lecture et fou. Merci à vous parce que franchement, grâce à vos recommandations et à la lecture de celui-ci, j'ai passé un excellent moment de lecture. Enfin, enfin, je me suis régalée et j'espère que cette panne de lecture grâce à la Cité de laiton et à S'il te plaît maman, réveille-toi, va me faire enfin m'envoler vers les cieux merveilleux des lectures agréables. Ah, quel plaisir d'avoir découvert cette plume incroyable dont j'entendais tellement parler, et je comprends maintenant l'engouement qu'il y a eu derrière cette saga parce que le premier tome m'a plus que convaincu. J'ai très hâte, je vous jure, de me lancer dans la suite qui, plus ils continuent et plus ils sont gros. Donc il va falloir un petit peu de temps, je pense, pour sortir la suite. Mais peut-être si j'ai le temps cet été, je ne sais pas encore, ou vers un autre challenge plus tard dans l'année, on verra. En attendant, ça y est, j'ai enfin sorti le livre, enfin la saga plutôt, que mon frère m'a offert il y a 1 an ou 2 de cela déjà. Ça y est, très très chouette. J'ai adoré le world building qui mélange à la fois le monde que l'on connaît, donc avec le Caire par exemple en Égypte, et en même temps ce côté très mystique, très mille et une nuits qui n'existe pas, qui est donc empli de magie. Quelle belle découverte, franchement, l'imagination de cette autrice est incroyable et il me tarde de découvrir ce qu'elle va nous réserver comme surprise et comme tragédie certainement au niveau du second tome parce que, comme je vous dis, sans vous spoiler, je suis arrivée à la fin, je disais mais elle ne peut pas faire ça. Enfin, attendez, c'est un personnage important, mais lui aussi, et elle aussi, et qu'est-ce qu'elle fabrique? Mais pourquoi elle va faire ça? Et au final, je pense qu'il y a énormément d'intrigues politiques, religieuses, mystiques derrière, qui sont très bien ficelées. Et je pense que le tome 2 va être encore plus sombre et encore plus chaotique par certains aspects que le tome 1, qui reste assez introductif, mais introductif où il y a toujours quelque chose d'intéressant ou de dynamique à découvrir derrière. Oh, franchement, je me maudis presque d'avoir attendu autant de temps pour pouvoir le sortir parce que c'était une excellente lecture. Mais peut-être que il était là justement pour me faire sortir d'une panne de lecture et que c'est pour ça que j'avais mis autant de temps à le sortir. Donc ça y est, j'arrête de déblatérer dessus, mais je pourrais vous en parler en presque pendant des heures tellement j'ai aimé cette lecture et que comme je vous dis, j'ai très hâte de découvrir la suite. Et pour ce qui est de la suite, je ne sais pas encore, je vous avouerai vers quelle lecture je vais me porter. J'ai terminé donc un Libri Nova, comme je vous disais en tout début de vidéo, donc j'attends d'avoir les prochains pour pouvoir découvrir la nouvelle sélection qui vont arriver dans une semaine, si je ne me trompe pas, pour le mois d'août. Donc j'ai très hâte de pouvoir les découvrir parce que ce mois-ci, pour juillet, j'ai eu un abandon et une déception. Je vous disais, j'étais dans ma période, ça va pas. Donc aucune lecture n'arrivait à prendre grâce à mes yeux, à part cette merveilleuse cité de laiton. J'ai également lu un petit manga, j'ai lu le tome 16 de Fruits Basket, mais pareil, je passe rapidement dessus parce que c'est donc un tome 16 sur une énorme saga là aussi. Et
J'aime toujours autant les lire, même si le tome 16, fou, il était chargé émotionnellement parlant lui aussi. J'étais en mode, bon, lecture joyeuse, s'il vous plaît, ce serait un peu mieux pour mon humeur et mon esprit. Donc, on verra ce que le tome 17 nous réserve, mais je vois un livre par là-bas. Peut-être que ce sera ma future lecture. Attendez, je vais vous le chercher. Parce que oui, je suis passée à ma médiathèque pour en récupérer quelques-uns. Je vais pas vous faire un retour médiathèque tout de suite, parce que je compte y retourner la semaine prochaine, parce qu'ils vont fermer pour les vacances d'été pendant un mois à peu près. Donc je pense que je vais engranger pas mal de lectures que je vais leur emprunter pour avoir de quoi faire pendant donc cet été. Mais j'avais réservé un livre qui m'intriguait fortement depuis sa sortie et qui va me servir à remplir une nouvelle lettre pour mon challenge ABC Polar. Et c'est la lettre P. Est-ce que vous avez entendu parler de celui-ci? La conjuration de Dante de Fabrice Papillon. Et j'aime beaucoup la couverture. Rien que ça. Et j'aime beaucoup la petite phrase d'accroche qui a été faite par Franck Tillier qui raconte: le scénario est tordu, solide et mêle finesse et grand spectacle. Tout est écrit avec un réel talent, brillant. J'adore Franck Tillier. Donc évidemment que, aimant sa plume, je suis fortement intriguée quand il dit ça. Et au niveau du résumé, ça donne les tombeaux des plus grands scientifiques profanés, des meurtres inexpliqués dans plusieurs capitales européennes, un complot d'envergure sans précédent, une enquête de la commissaire Vernet sous haute tension. Pas grand-chose comme information, mais je sais pas, ça m'intriguait, peut-être du fait du titre. Dante, est-ce qu'on va être à quelque chose avec l'enfer de Dante? Et quelque chose peut-être d'un petit peu scientifique, historique, avec cette couverture du coupe d'un cerveau. Visiblement des meurtres inexpliqués, des trucs un petit peu scientifiques, profanation, il y aurait peut-être quelque chose de religieux derrière. Ah, j'ai très très hâte de le découvrir parce que ça fait bien longtemps que il trottait dans ma tête que je m'étais dit il faudrait que je le découvre. Je l'ai trouvé à ma médiathèque. Possible que ce soit ma future lecture. Et sinon, pour clôturer cette vidéo, je vais vous parler de deux petites dernières choses. La première, j'ai fait un achat que j'avais complètement oublié qu'il allait sortir dans pas longtemps. Enfin, dans pas longtemps, tout est relatif. Il sort en septembre, c'était une précommande. Mais j'avais oublié qu'il allait sortir cette année et je pensais qu'il allait être plus sinon vers novembre, décembre, quelque chose comme cela. Est-ce que vous connaissez la youtubeuse et femme d'affaires Gaëlle Garcia Diaz? Je pense que si vous me suivez depuis un petit bout de temps et que vous avez vu ma vidéo où je parlais des chaînes autres que Booktube que je suivais, elle en faisait partie. Et j'aime beaucoup la suivre de plus en plus parce qu'elle a vraiment changé complètement la DA de sa chaîne et de ce qu'elle propose dedans. Et outre le fait que c'est donc une femme d'affaires qui a sa propre marque de skincare et de maquillage et compagnie, et outre les vlogs qu'elle propose et compagnie, elle allait sortir un livre. Et pas n'importe quel livre, un livre de recettes de cuisine vintage. Le truc de fou. Et pareil, si vous avez déjà vu cette chaîne, vous savez que j'aime beaucoup les livres de cuisine parce que je cuisine énormément, j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est un passe-temps vraiment très très chouette qui permet de tester plein de nouvelles choses. Et j'avais très envie de soutenir déjà cette femme que j'aime beaucoup, qui ne me connaît absolument pas, mais qu'importe. Et je m'étais dit que justement ça pouvait être très chouette de rajouter ce livre à ma collection et peut-être pour mon calendrier de l'Avent livresque parce que ça pourrait faire un très joli 25 décembre celui-ci parce qu'il va être très gros apparemment. Je vous aurais mis la couverture quelque part pour vous montrer, il va être dans des tons très noëlesques avec beaucoup de vert, de rouge, cette ambiance donc 60s qu'il y a derrière et il va y avoir normalement une tranche assez dorée, assez ambiance de Noël finalement. Donc j'ai très envie de pouvoir le découvrir et j'ai craqué dessus sur la précommande. D'ailleurs, elles ne sont pas terminées à l'heure où je posterai cette vidéo, donc je vous mettrai le lien au cas où dans la barre d'infos, si jamais ça vous intéresse, d'aller jeter un coup d'œil, ou pourquoi pas de craquer comme moi. Et sinon, pour conclure pour de bon cette fois-ci cette vidéo, dans pas longtemps je vais avoir besoin de vous, et je ne sais pas, est-ce que ce sera sous une vidéo ou sur Instagram ou les deux? Je vais vous proposer de répondre à des formulaires parce que je vais avoir besoin de vous pour mes futures vidéos. Je m'explique. Que ce soit donc Insta ou YouTube,
je vais vous poster, je ne sais pas encore dans quel ordre, mais donc 2 questionnaires, parce que ça va m'aider à créer mes futures vidéos. Une qui sera pour les alentours d'octobre, et l'autre, je ne sais pas encore. Est-ce que ce sera septembre ou un peu plus tard dans l'année? On verra. Celle où je ne sais pas encore la date vers laquelle je vais la poster, ce sera une FAQ, parce que ça fait un bon bout de temps, je me rends compte que on n'a pas fait de FAQ ensemble. Et peut-être que avec les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne, vous avez envie d'en savoir un peu plus sur moi. Et pourquoi pas même les plus habitués de ces chaînes, vous avez peut-être d'autres idées de questions que celles que vous avez données sur une précédente FAQ pour pouvoir on échange tous ensemble, une fois de plus, dans la bonne humeur, avec toutes les questions qui vous passent par la tête, que ce soit du littéraire ou autre. Donc, je vais avoir besoin de vous pour préparer cette future vidéo. Et celle qui va sortir pour octobre va être d'un côté un peu plus sombre, un petit peu plus spooky, parce que ça va sortir pour le mois d'Halloween. Parce qu'on arrive lentement mais sûrement vers ma saison préférée qu'est l'automne, et donc il va y avoir une ambiance un petit peu plus dark, un petit peu plus gloomy, pluvieuse qui va arriver, et un peu plus spooky quand on va se rapprocher du 31 octobre. Et pour ça, je vais avoir besoin de vous pour savoir, tiens, commencez d'ailleurs à m'en parler sous les commentaires de cette vidéo. J'ai un concept de vidéo dans la tête qui est racontez-moi de quoi vous avez peur et je vous dirai quoi lire. C'est un truc comme ça qui me trotte dans la tête depuis un petit bout de temps où j'ai envie d'exploiter le côté un petit peu justement peur, cauchemar qu'il y a avec cette saison du sombre qui revient peu à peu. Et je me dis que ça peut être pas mal de sortir ce concept-là, mélanger un petit peu fantastique et littérature pour la période d'Halloween. Ça pourrait être très chouette, donc racontez-moi tout dans les commentaires, de quoi vous avez peur, et moi je trouverai pour la vidéo une thématique en rapport avec cette peur et un livre donc qui s'y rapporte. Et je la mettrai, comme je vous disais, également au niveau d'Instagram pour que j'ai plusieurs échanges au niveau de plusieurs plateformes et donc de la matière pour créer la future vidéo. Voilà, ceci étant dit, je vais donc couper ici. J'espère qu'il sera un peu plus court que d'habitude parce que j'ai toujours l'habitude de parler malheureusement. Mais bon, bref, je vous souhaite d'excellentes lectures, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve donc sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!